Ce soir, à l'émission, on vous propose un survol des établissements d'enseignement supérieur de la région dans le contexte de la rentrée. Le besoin, en tout cas, de nos étudiants et étudiantes n'était pas très élevé en termes de logement. Et à Saint-Canute, les locataires du camping Donald doivent plier bagages. Moi, c'est comme si tu m'aurais donné une claque dans le visage. Moi, je crois pas encore. Je peux pas croire qu'une ville peut faire ça à un camping que ça fait tellement d'années qu'il est ouvert. En entrevue, je reçois Mélanie Lalancette et Stéphane Bertrand qui viennent nous parler de la campagne Blainville en affaires. Promouvoir l'achat local indirectement par le succès de l'entrepreneur et l'entrepreneur qui est en action, donc qui a choisi de s'établir à Blainville. Donc, c'est vers cette avenue-là aussi qu'on voulait y aller. Je m'entretiens également avec Alisha Wisanji, fondatrice de l'École des Grands, un programme de mentorat engagé dans la lutte contre le décrochage scolaire. Il y a des belles réussites humaines, de prendre un élève vulnérable au primaire par la main, l'amener au cégep du quartier, ça lui permet de se projeter vers les études postsecondaires. Enfin, pour sa première chronique sportive de la saison, Maude Pilon-Bernier nous parle du retour du basketball féminin au collège Lionel Groulx. Lionel Groulx, ils m'ont dit, David, t'es l'homme de la situation, let's go, on fait du basketball féminin. Si t'es capable de monter une équipe de filles dans les prochaines semaines, on fait une équipe. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 18 septembre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. C'est la rentrée pour des milliers d'élèves, particulièrement dans la capitale régionale qui est Saint-Jérôme. Oui, tout à fait, Claude. Juste au cégep de Saint-Jérôme, ce sont plus de 5000 personnes étudiantes qui sont retournées en cours à la fin du mois d'août. Ce qui marque l'actualité de l'établissement collégial, c'est le lancement d'un tout nouveau programme d'inhalothérapie, le seul dans la région. Du côté de l'Université du Québec en Outaouais, on enregistre une hausse de 3,8 % des inscriptions. Grande nouveauté aussi, c'est la création d'une équipe de hockey masculine de Division 2, les Torrents, composée de joueurs du campus de Gatineau et du campus de Saint-Jérôme. Le premier match qui aura lieu ici dans la région à Saint-Jérôme, donc ce sera le 26 octobre prochain. C'est un événement gratuit. Et on en parlait hier du logement. C'est un problème parfois épineux aussi pour les étudiants qui veulent se loger durant l'année scolaire. L'université a sondé ses étudiants sur la question du logement. On peut écouter à ce sujet Muriel Laberge, rectrice de l'UQO. Le besoin, en tout cas, de nos étudiants et étudiantes n'était pas très élevé en termes de logement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui habitent encore chez leurs parents ou qui partagent des appartements avec d'autres étudiants et étudiantes ou collègues. Mais on reste à l'affût, on va refaire des sondages. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du camping Donald. À plus tard, Claude. 2 diplômés du Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme prenaient part à la 47e édition du Mondial des métiers qui se déroulait du 10 au 15 septembre dernier sur le site d'Eurexpo à Lyon, en France. Cet événement accueillait plus de 65 pays et territoires dont les représentants rivalisaient d'adresse dans le cadre de compétitions touchant la pratique de 59 métiers. Après plus de 12 mois d'entraînement, 12 compétiteurs du Québec se sont rendus à Lyon pour représenter la province. Parmi ceux-ci, on retrouve donc Gabriel Leclerc en peinture automobile et Anthony Minotti en technologie de l'automobile. Ce dernier s'est mérité une médaille de bronze dans cette catégorie, de même que le prix Meilleur de la Nation pour le Canada. Le député bloquiste de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets, a tenu la cérémonie de citoyenneté québécoise le 7 septembre dernier à la salle des vétérans de la Légion à Deux-Montagnes. Cet événement était l'occasion d'accueillir et de célébrer quelques 60 nouveaux venus des 4 villes de la circonscription qui ont obtenu leur citoyenneté entre mai 2023 et avril 2024. La cérémonie était par ailleurs agrémentée d'une performance musicale de Stéphane Pilon et d'un témoignage d'Aminata Ba, une Québécoise d'origine sénégalaise. Au total, environ 460 personnes ont obtenu leur citoyenneté dans Rivière-des-Mille-Îles entre mai 2023 et avril 2024.
L'aile Blainville de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville propose un tout nouvel outil à ses membres. Il s'agit d'une campagne de visibilité appelée Blainville en affaires. Avec nous pour en parler, je reçois Mélanie Lalancette, qui est responsable de l'aile Blainville à la CCITB, et Stéphane Bertrand, conseiller municipal du quartier d'Alençon. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Madame Lalancette, à peu près tout le monde connaît est familier avec ce qu'on appelle le concept de campagne d'achat local. Là, c'est pas du tout de ça qu'on parle. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi la différence entre une campagne d'achat local et une campagne de visibilité? L'aile Blainville offre aux membres une campagne d'achat local et offre aussi une campagne de visibilité. La campagne de visibilité vise vraiment à mettre de l'avant l'entrepreneur en action dans son secteur d'activité. Ce qui veut dire qu'on lui offre une campagne, un peu comme une agence marketing, pour le mois sélectionné, qui lui offre une visibilité auprès des entrepreneurs de la région qui circulent tout au long de Curie-Labelle ou peu importe où ce qui est la visibilité. Ainsi, ça lui permet d'avoir une visibilité pour l'achat local. D'accord. Monsieur Bertrand, cette chose-là porte un nom, c'est qui est Blainville en affaires. Oui, parlez-nous donc de l'engagement de la Ville dans ce projet. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez à cette campagne et pourquoi c'est important de l'appuyer? Bien évidemment, comme élu, on est à l'écoute de notre population puis des gens d'affaires, évidemment. La Ville s'implique auprès de la Chambre de commerce ainsi que de l'aile Blainville. Et Mélanie aussi, on est très fiers de son travail qu'elle fait présentement. On a toujours répondu présent pour, évidemment, aider l'aile Blainville. L'achat local est super important pour nous. La visibilité est essentielle. On est fiers de cette campagne-là. On contribue à 50% de tout ce qui est fait avec l'aile Blainville, des sous qui sont engendrés par nos entrepreneurs. On est des facilitateurs, évidemment, pour aider à ce que ça se fasse. On a des rencontres régulières avec l'aile, évidemment, pour trouver toutes ces solutions-là, qui découlent, évidemment, de ces rencontres-là avec les idées de cette campagne-là est arrivé avec nos réunions qu'on a régulièrement avec l'aile de Blainville, notre super mairesse aussi, Lisa Poulain, qui est sur ce comité-là avec nous, puis les employés de la Ville. Alors, on essaie de comprendre la réalité de nos entrepreneurs, on essaie de trouver des solutions, puis on réfléchit à des actions concrètes. D'accord. Je retiens un mot, vous êtes des facilitateurs. On est des facilitateurs, puis on est fiers de l'être. Alors, Mélanie, comment ça se décline, cette campagne? Donc, la campagne se décline autant sur les médias sociaux qu'en panneaux d'affichage, d'où l'exclusivité. Puis la Ville, d'où qu'elle collabore, c'est qu'elle offre une affichage exclusive. On a 3 emplacements qui sont des panneaux grand format, 4 pieds par 6 pieds. On en a un à Fontainebleau, un plus près de Odile-Lauzon, et on en a un sur Curie-Labelle, plus sorti, pas sorti, mais on a un sur Curie-Labelle, proche de la 54e avenue. Donc, c'est un affichage exclusif que la Ville offre. À travers ça aussi, il y a beaucoup de placements médias qui est fait. On a un publipostage qui va avoir lieu aussi dans le rayon qui est l'entrée. On va avoir un publipostage qui va avoir lieu dans la zone que l'entrepreneur va avoir choisi. On a un tournage d'un reel. Donc, c'est vraiment toutes les sphères d'un mix marketing est offert à l'entrepreneur. Et c'est une entreprise par mois, c'est ça? Pourquoi pas 2, 5, 10? Oui. Donc, dans le fond, c'est la première année que l'aile Blainville lance cette campagne de visibilité-là. On offre un entrepreneur par mois, ce qui veut dire qu'il y a la chance à 12 entrepreneurs de pouvoir profiter de cette campagne de visibilité-là. Puis après ça, on pourra ajouter pour la prochaine année, mais il y a aussi également, ce que Stéphane a mentionné, c'est qu'il y a aussi un soutien financier de la Ville. Donc, mensuellement, la Ville paye 50% de la facture de l'entrepreneur. Ce qui veut dire que aussi, il faut doser un peu les choses et tout. Puis déjà, c'est un très beau cadeau offert à tous les entrepreneurs. Ce qui est très visible, moi je suis un résident de Blainville, là, ce qui est très visible, ce sont tous ces camions de livraison que je vois, moi, circuler continuellement, quotidiennement sur ma rue. Je me doute qu'ils ne transportent pas tous des produits commercialisables à Blainville. Est-ce qu'une campagne comme celle-là peut jouer un rôle important dans ces habitudes de consommation qu'on a? Pour l'achat local? Oui. Oui, exactement. Puis c'est un objectif aussi qu'on avait avec la Ville d'aller promouvoir l'achat local indirectement par le succès de l'entrepreneur et l'entrepreneur qui est en action, donc qui a choisi de s'établir à Blainville. Donc, c'est vers cette avenue-là aussi qu'on voulait y aller, puis aussi pour que ça stimule l'achat local dans Blainville, pour que les consommateurs, les citoyens réalisent qu'ils ont tout ça à portée de main dans leur déplacement. Alors, ces citoyens-là, ces consommateurs-là et les commerçants qui pourraient être intéressés à participer à cette campagne-là, je les invite, moi, à aller visiter votre site web, toutes les informations-là. Et il y a déjà 11 entreprises là, qui s'affichent. Il y en a une 12e qui va arriver certainement. Mélanie Lalancette, Stéphane Bertrand, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.
La ville de Sainte-Thérèse a dévoilé les gagnants de la 2e édition du concours d'aménagement paysager intitulé Sainte-Thérèse, la florissante. Les gagnants ont été sélectionnés à la suite d'un vote du public tenu sur la page Facebook de la ville. Les citoyens dont les photos ont reçu le plus de votes dans chaque catégorie ou chaque district ont remporté un chèque cadeau de 100 $ à la boutique Jardin-Dion à Sainte-Thérèse. Parmi les 8 prix remis, Isabelle Vaudry s'est imposée dans les catégories balcon et terrasse, aménagement comestible et district Marie-Thérèse. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides annonce sa participation aux Journées de la culture 2024 à travers un circuit artistique. Cette première édition permettra de découvrir plusieurs formes d'art créées en collaboration avec les résidents de 6 centres d'hébergement des Laurentides, soit les CHSLD Hubert-Maisonneuve, de Saint-Benoît, des Hauteurs et de Saint-Eustache, le pavillon Philippe-Lapointe et la Maison des aînés de Prévost. Les visiteurs sont invités à prendre part à cet événement le samedi 28 septembre de 13h à 16h. Après 10 ans d'absence, le basketball féminin est de retour au collège Lionel Groulx et Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Quand j'ai commencé à coacher, je coachais les gars. Puis de fil en aiguille, j'étais au collège Laval. Puis on m'avait proposé de coacher une équipe de filles. Cette équipe de filles-là, il n'y avait pas d'entraîneur. Donc on m'a dit « Ah, si tu la coaches pas, on l'annule ». Moi, avec le cœur que j'ai, le cœur d'intervenant, je dis « Je vais prendre l'équipe ». Puis à ce moment-là, je suis tombé amoureux du basketball féminin. Les filles étaient super, on a vraiment connecté. Donc j'ai arrêté plus ou moins de coacher les gars. Je faisais des entraînements avec les gars, mais les filles, j'ai vraiment dit je vais me dédier à ça. Donc c'est là que j'étais au collège Montmorency en division 1. C'était ma première expérience officielle, je pourrais dire. Okay. Puis je voulais vraiment rester dans la Rive-Nord. C'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. Donc quand le collège Boisbriand m'a offert de venir travailler avec eux au secteur secondaire, j'ai accepté. Ça m'a pris de temps. Après, maintenant, il y a le collège Lionel Groulx. Il y avait du basket masculin, mais il n'y avait pas de basket féminin. Étant un avocat du sport féminin, je me suis dit, comment ça, il y a tous ces sports-là, mais il n'y a pas de basket féminin. Donc, carrément, j'ai été voir Lionel Groulx. J'ai dit, hey, écoutez, moi, je suis dans la région, etc. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui bénéficieraient de jouer au basketball. Donc, vraiment, à ce moment-là, Lionel Groulx, ils m'ont dit, David, t'es l'homme de la situation, let's go, on fait du basketball féminin. Si t'es capable de monter une équipe de filles dans les prochaines semaines, on fait une équipe. Durant la semaine, on avait déjà 12 filles, environ 15 filles. Donc, ça m'a pris de temps, puis on a monté le projet. Qu'est-ce qui est vraiment fun, c'est que le cégep est très enthousiaste. Le cégep, pour eux, ils sont comme, waouh, le basket féminin revient. Donc, déjà, on a l'appui du cégep. Ensuite, moi, ma vision, vraiment, je le dis là, en termes de performance, si je peux le dire comme ça, j'ai motivé les filles, j'ai boosté les filles, puis on a vraiment l'objectif de finir dans le top 5 cette année. Oh. C'est beaucoup, c'est grand, mais sincèrement, je pense vraiment avoir l'équipe pour ça. Les filles sont motivées, elles ont hâte vraiment de pouvoir représenter les Nordiques. Puis un des fardeaux que j'avais, c'est qu'il y a le cégep de Saint-Jérôme et il y a le cégep de Montmorency, mais au centre, je trouve qu'il n'y avait rien. Donc, si une fille n'a pas accès à ces deux cégeps-là, il n'y a plus rien pour elle. Donc, je pense que qu'est-ce que ça a créé, le fait qu'on a parti Lionel Groulx, ça a créé le fait que les filles se disent « Ah, enfin, il y a quelque chose pour moi. » Tu sais, moi aussi, j'ai une opportunité de pouvoir continuer mon sport. Ouais. Donc, c'est un peu la vision que j'avais de permettre aux filles de continuer leur sport à un niveau collégial. Donc, c'est pas mal. On a de grands objectifs, mais on va y arriver. On en parlait un petit peu à l'arrière de la caméra. Ouais. Tu as d'autres équipes aussi qui étaient en train d'élever, justement, qui vont peut-être être la relève de ces athlètes féminines-là. Comment ça se passe, justement, pour un peu nos plus jeunes dans la région? Dans les plus jeunes, il y a de très bonnes équipes. Il y a la polyvalente Saint-Jérôme qui est très bonne. Il y a le collège Boisbriand, je prêche pour ma paroisse, bien sûr. Donc, il y a le collège Boisbriand, on a justement passé, on a eu un article pour nous, vraiment, qu'on a gagné le championnat provincial. Oui. Une équipe qui a été invaincue du début de l'année jusqu'à la fin. Ces mêmes filles-là montent cadettes ensemble. On a une nouvelle addition, Amara White, 6 pieds. Donc, je pense que ça va faire du bien au programme. C'est sûr que mon but, c'est vraiment d'être capable de créer quelque chose de vraiment bien pour que lorsque ces filles-là graduent, elles sont pas obligées de venir à Lionel Groulx, mais elles sentent que c'est une belle option pour elles aussi. Donc, vraiment, je les permets d'aller où est-ce qu'elles veulent aller. C'est sûr, c'est les études en premier. Mais si jamais d'ici ce qu'elles arrivent, je veux vraiment que le collège Lionel Groulx au niveau basketball soit bien établi. On a un bon développement, de bonnes bases. Puis qu'elles se disent, si j'ai un Lionel Groulx, mais je vais être capable d'arriver à mes fins. Puis, comment ça se fait que pendant 10 ans de temps, il y a eu une absence? Je pense qu'au niveau féminin, c'est un petit peu plus difficile, c'est vrai, de faire des équipes. Arriver, même les statistiques le disent, arriver vers secondaire 4, les filles se démotivent un peu. Ou sinon, simplement, elles passent à autre chose. Ce qui est pas mauvais non plus. Elles commencent à travailler, elles ont d'autres objectifs. Moi, je pense que peut-être c'est un peu ce qui est arrivé, mais vraiment avec la victoire des Raptors, avec la WNBA, avec Caitlin Clark, avec Angel Reese, vraiment comment le basketball féminin est en plein
expansion. Je pense que c'est quelque chose qui motive énormément les jeunes femmes à vouloir s'impliquer au niveau du sport. Je pense que c'est beaucoup plus accessible. Avant, c'était peut-être plus un rêve. Les jeunes filles regardaient la NBA. Là, elles peuvent regarder la WNBA pour femmes. Ça a explosé. Donc, je pense que les jeunes filles peuvent rêver enfin. Peuvent se dire, oh oui, si je joue collégial, je peux aller jouer universitaire après. Il y a de belles opportunités. Je peux faire des études. Je peux avoir des bourses d'études, etc. Donc, je pense que je suis tombé au bon moment. Après 10 ans, j'arrive dans le bon timing, d'après moi. Le sport est en pleine expansion au niveau de la popularité. Qu'est-ce qu'on peut apporter de supplémentaire à ces filles-là pour encore plus bonifier leur expérience? Le support. Sincèrement, ces jeunes femmes-là, après 10 ans, c'est sûr que, comme j'expliquais aux filles, on a un peu une cible parce que beaucoup de personnes nous regardent. Je parle beaucoup, donc vraiment, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui s'attendent quand même à quelque chose d'intéressant, qui se disent « Ah, OK, David est là, donc on a des grandes attentes. » Et moi aussi, je suis quelqu'un, et je dis toujours à mes athlètes, la pression, c'est un privilège. Si tu ressens la pression, c'est que tu as des attentes envers toi et aussi que les autres ont des attentes envers toi. Donc, c'est une bonne chose. Fait que vraiment, les filles ont grandi un peu avec cette mentalité que on va arriver durant cette saison. Ça sera pas toujours facile. Je les ai toujours dit. Des fois, vous allez être fâchés l'une contre l'autre. Des fois, vous allez moins m'aimer. Je dis, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, on reste une famille. Ça arrive des frictions, ça arrive des tensions. Mais on doit toujours se dire que pour le but commun, on doit rester ensemble. Fait que c'est un peu la mentalité qu'on a réussi à créer. Puis les filles, vraiment, ce qu'elles ont besoin, je pense, c'est de support, de venir remplir le gymnase. Les informations vont être partout sur le net, les parties, ça va être quand, etc. Donc, venez nous supporter. Puis, si vous voulez faire des donations et des commandites aussi, on dit pas non. Mais sincèrement, c'est vraiment votre présence, la présence de tout le monde à la Rive-Nord. Le collège Lionel Groulx, c'est pas juste pour Sainte-Thérèse, c'est pas juste pour Blainville, mais c'est pour Boisbriand, Saint-Jérôme, Laval, c'est vraiment pour toute la Rive-Nord, donc. Professeure, chercheuse et fondatrice de l'École des Grands, Alisha Wisanji souhaite qu'un jour, la réussite éducative soit accessible partout. Au phénomène grandissant du décrochage scolaire, elle oppose un programme de mentorat qui a fait ses preuves. C'est un plaisir de l'accueillir. Madame Wisanji, bonsoir. Bonsoir, M. Desjardins. Ça fait 10 ans que le programme existe. Il arrive cette année au cégep de Saint-Jérôme, après avoir été implanté dans les campus de Mont-Tremblant et Mont-Laurier l'année dernière. D'abord, présentez-nous votre bébé. Qu'est-ce que c'est que l'École des Grands et pourquoi ça existe? Oui, merci. Il faut savoir que dans les Laurentides, c'est plus d'un garçon sur 5 qui décroche du secondaire, plus d'une fille sur 10. Alors, les objectifs du programme parascolaire, qui est l'École des Grands, c'est à la fois de prévenir le décrochage scolaire au secondaire en allant chercher les enfants directement au primaire et en même temps de contribuer à la diplomation collégiale qui est aussi problématique en ce moment au Québec. Alors, comment ça fonctionne? C'est que les samedis matins de l'année scolaire, on donne l'opportunité à des élèves du primaire qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité et qui sont issus des écoles les plus défavorisées du Québec, de venir au cégep de leur quartier, recevoir de l'aide aux devoirs, du mentorat et de vivre des activités d'éveil scientifique de la part de mentors qui sont des collégiens et collégiennes bénévoles issus de ces cégeps-là. Oui, parce que vous mentionnez aussi qu'il y a 72 % des élèves du collégial qui ne terminent pas leur parcours dans le temps prescrit et vous soumettez que l'École des Grands agit dans les deux sens, hein? Exactement. Donc, nous, ce programme-là se distingue de travers tous les autres programmes du Québec parce qu'on fait des mesures d'impact annuelles et on arrive à mesurer avec des chiffres que le programme L'École des Grands aide tant les élèves du primaire dans leur note au bulletin que les collégiens et collégiennes dans leur propre réussite éducative. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et quelle sorte de rétroaction est-ce que vous recevez à ce moment-là? On parle de chiffres, mais la rétroaction des participants et du milieu scolaire, quelle est-elle? Oui, il y a des beaux, au-delà des chiffres, en effet, il y a des belles réussites humaines de prendre un élève vulnérable au primaire par la main, l'amener au cégep du quartier, ça lui permet de se projeter vers les études postsecondaires, d'aspirer à devenir comme son mentor. Et au niveau du collégial, donc on a 3 types de rétroaction, 3 types de mentors qui viennent de l'avant, c'est-à-dire ceux qui veulent une mention d'engagement étudiant pour rentrer dans un programme contingenté, donc ça les a aidés aussi, ce programme-là. Il
il y a ceux qui se découvrent une passion vers l'enseignement, qui valident un choix professionnel, peut-être qui veulent aller à la technique en éducation. Et troisièmement, j'ai ceux qui viennent du milieu, qui viennent du quartier, ces collégiens et collégiennes-là, qui ont peut-être vécu eux-mêmes des difficultés scolaires. Et ce programme-là leur permet de se sentir bon et de se sentir validé et de faire une différence dans la trajectoire de vie d'un enfant. Vous dites aussi que l'École des Grands est le théâtre de nombreux petits miracles. J'aimerais ça que vous me donniez peut-être 1 ou 2 exemples de ça. Mais oui, on a commencé à ouvrir nos centres la semaine dernière et déjà, j'ai des enfants, j'ai des mentors qui sont venus me voir en me disant que leurs enfants de 3e année primaire qui avaient doublé leur année leur disaient qu'ils avaient déjà hâte de se projeter vers le secondaire à cause de l'École des Grands. Il y en avait qui ne voulaient pas quitter le cégep non plus le samedi matin. Donc, ils étaient trop bien à travailler avec leurs mentors. Donc, voilà. Le programme vise aussi à développer ce que vous appelez la résilience académique. Comment vous définiriez ce concept-là? Vraiment un bon point. La résilience, c'est la théorie qui tente d'expliquer pourquoi un enfant à risque performe mieux qu'escompté. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a bâti l'École des Grands autour de certains facteurs de protection que tant nos élèves et nos mentors développent. Et ces facteurs de protection sont connus pour développer la résilience scolaire. Et mon hypothèse, c'est que c'est peut-être la présence de cette résilience-là qui arrive à expliquer qu'on arrive à mesurer une réussite éducative augmentée. Comparativement aux autres programmes. L'École des Grands est implantée dans 40% des régions administratives du Québec. Ça touche 11 institutions postsecondaires, 17 écoles primaires. Comment vous entrevoyez l'avenir de ce programme-là? Est-ce qu'on veut couvrir le Québec en entier? Oui, en effet, notre objectif, c'est d'aider 100 000 participants, tant élèves du primaire que collégiens et collégiennes à travers le Québec. Et être partout au Québec parce qu'il y a des besoins encore partout au Québec. Excellent. Écoutez, en terminant, je rappelle que vous êtes aussi professeur de mathématiques au Collège Marie-Victorin, qu'en 2022, le gouvernement du Québec vous a accordé le titre de membre de l'Ordre de l'excellence en éducation. Félicitations pour ça et bravo pour tout le reste. Alisha Wisanji, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre accueil. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, vous avez suivi pour nous le dossier du camping Donald. Oui, Claude, je vous le rappelle, cet été, la ville de Mirabel a annoncé qu'elle procéderait à l'acquisition de terrain près du chemin Saint-Simon pour la construction de 2 établissements scolaires, une école primaire pouvant accueillir 600 élèves et potentiellement une école secondaire pouvant accueillir 1200 jeunes. Mais pour le moment, ce dernier projet est encore en analyse. Sur ce terrain qui va appartenir à la ville d'ici quelques mois, on retrouve en ce moment encore le camping Donald que la ville de Mirabel a décidé d'exproprier. Quelques jours avant la fin de la saison, je me suis rendue sur place au camping et je vous présente ce soir mon reportage à ce sujet. On regarde ça. Pour les campeurs du camping Donald, la nouvelle de l'expropriation a été reçue comme une onde de choc. Moi, c'est comme si tu m'aurais donné une claque dans le visage. Moi, je crois pas encore. Je peux pas croire qu'une ville peut faire ça à un camping que ça fait tellement d'années qu'il est ouvert. C'est triste, les gens sont tristes. Les personnes âgées sont tristes. Tu sais, tout le monde, ça démolit tout le monde. Là. Dans le fond, il y a des messieurs que je vois, ils viennent me voir au restaurant, puis sont à terre. Là. Ils veulent pas croire eux non plus que c'est fini. T'sais. Pierre-Pascal Duquette est arrivé il y a 4 ans au camping, peu après la pandémie de COVID-19. C'était un lieu parfait pour faire du télétravail. Puis surtout, mon père habite à quelques roulottes d'ici. Lui, ça fait 20 ans qu'il est ici. Fait que ça nous permettait de se retrouver l'été puis de passer un petit peu de temps ensemble. À la nouvelle de l'expropriation et sous les recommandations de l'avocate Denise Baudouin, qui représente les campeurs dans ce dossier, M. Duquette a voulu s'organiser avec d'autres résidents pour sauver son camping, un véritable havre de paix pour plusieurs estivants qui sont installés depuis des années. C'était quelque chose que je tenais absolument à faire, étant donné que mon père habite ici, justement, tous les étés. Puis lui, pour lui, il a 78 ans. Fait que quand il arrive ici, l'hiver un petit peu morose, là, il arrive ici à 78 ans, il embarque sur son vélo, puis il se promène à travers le camping, il rit. Puis ça, c'est un parmi plus de 200 autres aînés qui sont ici, parmi les 350 campeurs là, qui passent leur été comme ça. Parmi ces aînés-là, il y en a, ça fait 10, 20, 30, 40 ans qui sont ici. C'est un camping qui a plus de 90 ans d'histoire. Donc, il y a des gens qui sont ici depuis très, très longtemps. Puis pour eux, c'est leur lieu de vie pendant l'été, c'est leur réseau social. Ça représente beaucoup pour ces gens-là. L'association Sauvons le camping Donald a organisé plusieurs actions dans les dernières semaines, notamment une marche symbolique pour sensibiliser la communauté à la situation et la mise en ligne d'une pétition cumulant à ce jour plus de 1200 signatures.
Pour M. Duquette, le réel choc vient du fait que la ville de Mirabel, dans une lettre adressée au propriétaire du camping en janvier 2023, s'était engagée à acquérir le terrain de gré à gré et à ne pas entamer de démarche d'expropriation si les deux parties n'arrivaient pas à une entente. Dans ses communiqués de presse, la ville de Mirabel réitère que la priorité demeure l'éducation des jeunes Mirabellois et Mirabelloises qui doivent souvent parcourir des kilomètres pour se rendre à l'école vu la croissance démographique de la région. M. Duquette, pour sa part, n'est pas convaincu que le terrain du camping Donald soit le meilleur endroit pour installer des élèves. Si ils disent c'est pour les élèves, pour qu'ils puissent marcher pour aller à l'école, il y a des terrains plus proches de quartiers résidentiels que Camping Donald ici, à Saint-Canut, ou même à Saint-Colomban. Saint-Colomban a offert des terrains à la ville, mais la ville a ciblé le Camping Donald. On est allé au conseil de ville puis on a demandé à la ville plusieurs questions, à savoir, est-ce qu'ils ont pensé à la circulation autour des écoles? Est-ce qu'ils ont fait des études environnementales sur la faisabilité d'installer une école ici par-dessus un lac? Est-ce que ça va être solide? Est-ce qu'ils ont fait l'étude à savoir c'est quoi la valeur écologique de tout ce qui va être perdu ici quand il va y avoir du béton par-dessus? La réponse de la ville était, on ne le sait pas, on vous revient là-dessus rapidement. Mais à ce jour, ça fait déjà plus de 2 semaines de ça, à ce jour, aucune nouvelle. Mais nous, on est allé au centre de services scolaires de Rivière-du-Nord. On leur a posé les mêmes questions et eux, ils nous ont dit non, il n'y a aucune étude qui a été faite, que ce soit pour la circulation, que ce soit pour la faisabilité de construire des écoles. Ils n'ont aucune idée. Ils ont dit on va faire ça quand on sera propriétaire. Fait que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train d'exproprier le camping Donald sans même savoir le coût réel, la faisabilité de mettre des écoles ici. Il doit certainement y avoir des considérations pour la santé des étudiants. Bien, ici, juste l'autre bord de la rue, il y a une usine de ciment. Et toute cette partie-là du camping est remplie de poussière de ciment à grandeur d'année. Est-ce que ça fait partie des considérations de santé pour les étudiants? Je pense que la ville devrait se pencher là-dessus avant de dire que le camping Donald est le seul site où on peut faire une école. La date officielle de l'expropriation est prévue pour le 15 novembre, mais la saison estivale se terminait le 15 septembre dernier. À mon passage au camping Donald, les caravaniers levaient déjà le camp, détruisant et arrachant leurs installations. Dans plusieurs des cas, les roulottes et les caravanes ne roulaient plus, installées depuis des années au même endroit. En compensation, la ville offre 1 000 $ à chaque campeur. Pour Mélanie Lamontagne, propriétaire du restaurant du camping Le Donald Gourmand, la facture est salée. L'année dernière, le service incendie de la ville de Mirabel l'avait sommé d'apporter plusieurs rénovations à son établissement pour qu'il obtienne son permis d'alcool. Ça nous a pris tout l'hiver, là, corriger cette liste-là pour que tout soit aux normes de la situation. Donc, il y avait à peu près 20 à 25 points à corriger, là. Donc, ça a été fait à temps. C'était beaucoup de rénovation, là. On a travaillé avec des chaufferettes de chantier, on a travaillé au froid. Il n'y a pas de chauffage là-dedans. Donc, avec nos manteaux, on a tout défait. On a enlevé des planchers, on a tout fait pour que ça soit conforme aux lois. Et malheureusement, ils vont mettre la pelle là-dedans. Pour Martine Etier, campeuse depuis 2 étés, le dommage est bien plus que matériel. C'est ça, là, on a investi notre temps puis notre amour dans tout le camping. Là. Mm-hmm. C'est tout perdu. Là. On se retrouve avec rien. Là. C'est dommage. Vraiment triste. Oui, de voir tout le monde pacter bagages comme ça. Mais tu sais, quand on voit des roulottes comme ça à tous les jours, là, tous les jours sortir devant le restaurant, ben je vais dire que c'est là que ça fait mal, tu sais. C'est le garçon du propriétaire qui les sort. J'imagine même pas comment ça doit être dur de le faire. Puis là, je viens avec le moton. Je commencerai pas, mais ça doit être difficile pour eux. Ouais. Malgré les contestations, la ville a annoncé son intention d'aller de l'avant avec l'expropriation, bien que plusieurs campeurs baissent les bras, certains refusent d'abandonner. Garder espoir, c'est ça? Toujours. Oui. Toujours. J'espère vraiment que le maire Patrick Charbonneau et puis Lorrain change d'idée. Je le souhaite vraiment, honnêtement. La suite, la suite, elle est très incertaine. On travaille toujours très, très fort pour essayer de sensibiliser les élus municipaux, mais également de remonter le dossier à Québec. On essaye de parler aux élus de Québec pour leur faire réaliser ce qui se passe ici, puis essayer d'avoir une intervention de leur part. Je crois qu'on a des objectifs communs avec la ville. On veut protéger le terrain ici, pas juste un tiers, on veut protéger la totalité du terrain.
on trouve que c'est une excellente idée qu'il y ait des écoles pour donner de l'éducation aux enfants tels qu'ils ont droit, puis que ces enfants-là puissent marcher pour aller à l'école. On est 100% d'accord avec ceci. Et je pense que travailler avec la ville, ce serait la prochaine étape. Je pense qu'on peut rencontrer tous les objectifs. Mais pour ça, il faudrait pouvoir s'asseoir avec la ville. J'ai ouvert la porte à quelques reprises, je leur ai écrit « Assoyons-nous, parlons-nous », mais pour le moment, ça n'a pas eu lieu. Voilà, Claude, à noter que la ville de Mirabel a refusé toutes mes demandes d'entrevue. Les propriétaires du camping Donald, pour leur part, m'ont répondu par courriel qu'ils étaient bien sûr ébranlés par la situation, mais qu'ils avaient profité des derniers jours d'été au camping pour assurer une transition en douceur pour l'acquisition des terrains par la ville. D'autant plus qu'il fait très beau. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite après la pause, je vous invite à rejoindre Mylène Martin pour l'émission Yoga Découverte. Bonne soirée.